Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous disons merci pour la présence et surtout pour vos questions, vos demandes et les analyses qui se font. Et alors, il y a des gens qui m'ont posé la question par rapport aux déclarations du gouverneur du Nord Kivu. Le rebelle Erasto, je crois, il a fait une déclaration selon laquelle les terres de l'Est appartiennent au Rwanda. Et bientôt, nous allons supprimer ceux qui parlent français et les langues d'ici. Et Kinyarwanda doit être imposé. Et bientôt, nous allons amener l'hymne national rwandaise en RDC. Alors, beaucoup de gens se sont vraiment inquiétés par rapport à ça. Pendant ce temps, vous vous rappelez qu'il vient de se faire des négociations en Suisse entre la RDC et les M23. Ils sont en négociation pendant que les opposants sont en train de chercher que les M23 viennent. Oh non, nous voulons que dans notre négociation de Kinshasa, que les M23 aussi soient là. Pendant que vous négociez pour eux, pour vous supplier pour que les M23 viennent dans votre négociation interne, pendant que je vous parle là, les M23 viennent de négocier avec le gouvernement en Suisse. Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont fait appel à vous? Voilà les opposants, comment est-ce qu'ils se comportent. Comme des petits enfants, ils ne comprennent rien. On vous donne l'occasion de négocier avec le pouvoir en place pour que vous puissiez dire vos problèmes. Non, non, nous on ne va pas négocier. Nous avons besoin de M23. Et ils négocient aujourd'hui, hier ou avant-hier. Ils ont négocié avec le gouvernement, ils vous ont appelé. Ils ont même fait mention de vous. Grandissez. Vous savez, je ne sais pas. Un jour, vous allez tout perdre dans ce pays. Même le peuple commence à remarquer que vous êtes immature. Soyez des politiciens matures. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites vraiment la politique ou bien vous poursuivez l'argent. C'est le chômage ou bien c'est quoi qui vous pousse en politique? Un politicien, c'est la réflexion. Un politicien, c'est la constance. Un politicien, c'est un esprit. Pourquoi nous aimons le président Félix? Vous sentez la constance dans ce qu'il est en train de faire. Vous sentez qu'il ne recule pas. C'est ça un politicien. Demain, si on va vous mettre le président, les jours où vous allez voir l'argent, c'est fini, vous allez nous vendre. Le président Félix Tshisekedi a reçu beaucoup combien de cadeaux qu'on voulait lui donner. Pour seulement qu'il vende le Congo. Il a refusé. Il a risqué sa vie en prenant des avions à tout moment. On pouvait bombarder son avion. Imaginez un peu. Nous avons besoin de politiciens qui sont constants. Pas de politiciens changeants à tout moment. Tu as l'argent, tu changes de position. Non, hier, tu étais chez tel parti, dans tel parti politique. Aujourd'hui, tu vois l'argent, tu as changé. Non. Soyez des hommes constants dans ce que vous êtes en train de faire comme politique. Les M23 est en Suisse. Négocier avec le gouvernement. Ils ont négocié sur le cessez-le-feu qui doit être en jeu le 24. Le 24 août, ça sera quel jour? Mercredi. C'est là que va commencer le cessez-le-feu. Mais vous, là, les gens de l'opposition, vous êtes où? Pourquoi les M23 n'ont pas demandé? Non, 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 non. Nous ne pouvons pas négocier seuls. Nous voulons négocier avec... il faut que l'opposition interne soit aussi là. Ils vous ont appelé? Alors, pourquoi le gouverneur rebelle a déclaré cela? D'abord, vous devez comprendre une chose. Pendant que nous sommes en train de parler, ils sont en train de tout faire pour arriver jusqu'à la porte d'Ouvira et récupérer Ouvira. C'est ce qu'ils veulent faire. Prendre point zéro, récupérer Ouvira avant le 24. Si vous allez voir qu'ils vont faire, il y aura beaucoup de mouvements de troupes. Ils vont faire beaucoup de mouvements de troupes parce qu'ils vont tenter de prendre Ouvira avant qu'on arrive au cessez-le-feu le 24. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir les yeux. Ces gens vont violer les cessez-le-feu pendant les 2 jours ici. Ils vont faire tout pour prendre plusieurs villes, occuper tout point zéro et pour prendre toutes les plaines d'Ouvira, avancer du côté de Massissi là-bas. Ils vont prendre encore beaucoup de cités pour que les jours de négociation, qu'ils aient une partie à présenter. Les jours où ils vont imposer à Félix maintenant, il dit non, nous avons une grande partie. Toi, si tu ne veux pas, nous devons négocier ou bien on continue la guerre. Vous voyez, ils sont en train de monter les enchères pour les négociations. Parce qu'ils ne voient pas ça. Ils sont en train de sentir que, bon, soit, imaginez, mettez-vous à la place de gens qui ont investi plusieurs soldats. Ils ont perdu des soldats et des soldats. Le Rwanda a perdu des soldats. Ils ont maintenant qu'on leur dise que non, vous êtes en train de quitter la RDC sans rien avoir. Donc, vous allez au cantonnement, c'est fini pour vous, l'aventure est terminée. Vous voyez, ils sont en train de se battre et dire on ne peut pas perdre et sortir les mains vides. Il faudra qu'on fasse quelque chose, qu'on récupère ne fût-ce que même le peu dans les négociations. Voilà pourquoi le gouverneur a déclaré, il a dit non, on doit hausser. Pourquoi ils ont dit ça? C'est pour faire peur à la RDC, pour dire que si cette fois-ci, vous ne négociez pas, nous coupons le Rwanda. Nous coupons une partie du Congo et nous l'annexons au Rwanda. C'est ça, c'est un avertissement qu'on donne au pouvoir. Si cette fois-ci, vous ne cédez pas à nos conditions à nous,
nous allons couper. Et ça a été dit et calculé. Pourquoi il a dit ça? À la veille même des négociations. Pourquoi il a dit ça? Une façon d'avertir au président et à la RDC que si cette fois-ci, nos revendications à nous, vous ne tenez pas en compte. En tout cas, sachez que de la même façon que la MONUSCO va nous diviser, c'est de la même façon que les territoires vont nous appartenir. Ça ne sera plus pour vous, ça sera pour nous. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout pour occuper tous les endroits où il y a des minéraux. Afin que quand on va séparer, qu'ils puissent avoir leur parti, déjà avec des grandes choses. Ou alors, que le président Félix Tshisekedi accepte, soit d'introduire plusieurs militaires, notamment tous ceux qui sont là comme militaires, qu'ils deviennent des militaires congolais. Près de 30 000 ou 50 000 qui deviennent des militaires congolais. Toute une armée. C'est-à-dire, l'armée rwandaise comptait à peu près 34 000 soldats. Donc, toute cette armée-là doit entrer au Congo, à occuper aussi des postes de responsabilité. C'était ça leur souci. Maintenant, c'est pourquoi ils sont obligés de faire hausser les enchères pour faire peur aux Congolais. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que le gouvernement est prêt à céder à leurs conditions? Non. Le gouvernement ne cédera à rien. Parce que leurs menaces n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé les menaces depuis le premier jour de la guerre. Le gouvernement n'a jamais cédé. Et le président Félix Tshisekedi avait déjà répondu. Même si vous venez à la porte du palais de la nation, je ne céderai rien de tout ce que je vous ai dit. Maintenant, est-ce que le gouvernement a de moyens pour se battre et récupérer le territoire? Oui, le gouvernement a de moyens. Nous avons de moyens. Mais le grand problème, c'est quoi? Quand vous êtes dans des processus internationaux, vous devez respecter, parce que c'est vous l'accusateur. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti accuser quelqu'un, un monsieur au tribunal, n'est-ce pas? Vous l'accusez. Il est poursuivi au tribunal pour vous. Vous devez faire attention de ne pas tomber dans l'erreur. Je vous donne le cas. Vous avez un locataire qui ne veut pas quitter votre maison, n'est-ce pas? Un locataire qui ne veut pas quitter votre maison. Vous avez un locataire comme ça. Il ne veut pas. Tout ce que vous dites, il ne veut pas quitter votre maison. C'est un locataire, il ne veut pas. Finalement, vous êtes parti prendre le préavis et tout ce que vous êtes parti, il ne veut pas. Est-ce que vous pouvez commettre l'erreur d'aller chez lui et le déguerpir de force? Si vous le déguerpissez de force, il va trouver une raison. Vous comprenez? Il va trouver une raison. Voilà pourquoi le processus des Nations Unies, ça demande un peu de temps, des mesures et tout ça. Mais ne vous en faites pas. La RDC a une force de frappe de haut niveau. La RDC s'est déjà préparée à la guerre avec une force de frappe de haut niveau. Ces gens se préparent sérieusement. Ils veulent peut-être attaquer le Burundi et tout ça. Leur souci, c'est d'avoir le plus grand possible. Parce que Kagame s'est dit finalement, où est-ce qu'on va vivre si aujourd'hui les Hutus revenaient à prendre le pouvoir? Et le souci maintenant de tout, c'est quoi? Nous allons laisser les Rwandais aux Hutus. Et nous allons occuper les terres congolaises. C'est ça leur plan. Et qui ne connaît pas ça? Même le gouvernement le sait. Nous allons laisser les Rwandais aux Hutus. Parce qu'après ici, si Kagame quitte le pouvoir, ils connaissent leur sort. Ils craignent qu'un jour, peut-être, ils peuvent être aussi massacrés ou peut-être vengés. Alors, ils se sont dit non. La meilleure façon à nous, c'est d'avoir des terres pendant que Kagame est en vie. Et ces terres, nous allons les avoir au Congo. Ils ont déployé toutes les énergies. Pour eux, la question, c'est la question de vie et de mort. Nous, notre problème, c'est la question juste de terre et c'est tout. Nous ne voyons pas la vie et la mort. Et c'est pourquoi nous avons peur de la mort. Vous allez voir plusieurs Congolais nous écrire et dire, pasteur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mais si vous vous fatiguez, il n'y a pas de problème qu'on négocie, qu'on leur donne des terres. C'est là que vous allez bien vous fatiguer. Ici, c'est un problème de question de vie et de mort. Vous ne pouvez pas dire facilement comme ça, nous sommes fatigués, mais on va vous prendre des terres. Et ils sont prêts à mourir pour les terres de Massissi. Ils sont prêts à mourir pour les terres du Kivu. Ce n'est pas à vous de déclarer facilement nous sommes fatigués. Chaque fois qu'ils verront votre férocité, que vous êtes féroce, que vous êtes dur, vous êtes comme des léopards, ces gens vont avoir peur. Maintenant, c'est quoi? Ils sont en train de vous tenter. Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons prendre des terres et tout ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez réagi? Vous n'avez pas réagi. Ils ont compris. Ah, comme on a dit ça, ils n'ont rien fait. Nous allons continuer à dire autre chose. C'est déjà une préparation. Ils vous ont déjà préparé à accepter quelque chose qu'ils sont en train de monter. Vous devez être féroce. Vous devez être dur. Quand ils déclarent comme ça, même le gouvernement devrait réagir avec férocité. S'ils osent, cette guerre sera longue. Voilà ce que Mouzé est en train de déclarer régulièrement. Il dit cette guerre sera longue et populaire. Si seulement ils osent rester à Bukavu et à Goma, c'est qu'ils n'auront plus de paix dans toute leur vie. C'est comme ça qu'il faut déclarer. Si vous osez, vous voulez accepter, prendre nos terres, c'est que toute votre vie, vous n'aurez pas de vie. Parce qu'eux aussi se sont dit, soit vous allez nous tuer tous, soit nous allons prendre vos terres. Et c'est au gouvernement de prendre les choses au sérieux, de continuer à s'équiper. Si ça capote,
Alors, dans ce cas-là, on entre dans le terme final. Merci beaucoup. Il y a un problème aujourd'hui. Olivier Kamitatou quitte Moïse Katumbi. Olivier Kamitatou quitte Moïse Katumbi. Il faut faire très attention. Vous voyez, je vous ai toujours dit, chaque fois vous nous injuriez, vous dites que non. Chaque fois vous nous injuriez, vous dites que non. Voilà, pasteur, vous là, vous êtes tshisekédiste, vous êtes fasciste. Un pasteur ne peut pas être... Non. Nous vous expliquons la raison pour laquelle nous aimons Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un jeu. Écoutez, je vais vous faire comprendre une chose. Kabila demande à Félix Tshisekedi de respecter la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit ceci, qu'un ancien président reste sénateur à vie et ne peut plus se représenter aux élections. Maintenant, Kabila est là. Il ne représente rien pour le moment par rapport à la politique du Congo. Il est un ancien sénateur. La RDC est en conflit avec le Rwanda. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise par rapport à la situation de Kabila? Non, dites-moi un peu. Vous voulez qu'on vous dise quoi par rapport à la situation de Kabila? Il n'est pas dans la scène politique. Félix se bat avec le Rwanda et nous avec Kabila. Maintenant, vous voulez qu'on soit au milieu entre... Un pasteur soit au milieu entre Félix Tshisekedi et Kabila. Oh, mais finalement, je ne comprends pas. Félix ne se bat pas avec Kabila, il se bat avec le Rwanda. Vous voulez me demander d'être au milieu entre Félix Tshisekedi et le Rwanda? Mais c'est mon président. Vous avez compris? C'est mon président, je ne veux pas être au milieu, c'est impossible. J'aime mon président, c'est le président de la RDC. Kabila n'est pas le président de la RDC. Le président de la RDC se bat avec Paul Kagame. Kabila n'est pas là. Mais pourquoi vous voulez ramener Kabila sur la scène politique alors qu'il est déjà parti, alors qu'il est en repos? Vous avez compris? C'est que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. À moins que vous acceptiez que Kabila, c'est lui qui travaille avec Kagame. Là, c'est normal. Mais vous n'acceptez pas que Kabila est dans la rébellion. Or, pour le moment, le problème du pays, ce n'est pas un problème de Félix Kabila, c'est un problème de la rébellion. Mais vous placez toujours Kabila en face de Félix. Mais dites-moi, donc vous voulez dire que Kabila est rebelle? Vous avez nié, vous avez dit que non, Kabila n'est pas dans la rébellion. Et alors, nous, notre problème, c'est la rébellion et Kagame, c'est tout. Maintenant, pourquoi vous voulez placer Kabila? Pourquoi vous voulez dire que nos pasteurs soient au milieu entre Kabila et Félix? Pourquoi? Ne vous trompez pas. Nous sommes en train de vous enseigner la bonne politique. Et cette bonne politique, plusieurs personnes qui nous ont critiqués hier, aujourd'hui commencent à reconnaître ce que nous avions parlé. Peut-être vous allez me dire que non, pasteur, il faut vérifier, c'est l'intelligence artificielle. Peut-être c'est l'intelligence artificielle. Mais écoutez, peut-être c'est que l'intelligence artificielle dit, disant que c'est sorti de la bouche d'Olivier Kamitatou. Suivez un peu. Première déclaration. Je quitte l'ensemble pour la République. Je suis l'enfant d'un homme politique, mais c'est mon père biologique qui m'a formé. 2. Aucun politicien congolais ne m'a façonné. Au contraire, c'est moi qui ai contribué à faire émerger d'autres leaders aux yeux du monde comme étant des sages. Au fait, vous allez comprendre de qui il était en train de parler. Il parle certainement de Moïse Katumbi. C'est lui qui a fait sortir Moïse Katumbi comme étant un homme sage. Mais lui n'a jamais été façonné. Au fait, il répond aux détracteurs de ces gens qui l'attaquent. Il dit Moïse ne m'a jamais façonné. C'est par contre moi qui l'ai fait sortir comme un homme sage. J'encourage troisième déclaration. J'encourage le président Félix Antoine Tshisekedi, saluant son amour pour la RDC, la vision déterminée et son courage de rebâtir la République démocratique du Congo. 4. Le président Félix Antoine Tshisekedi incarne l'espoir et la force nécessaires pour un avenir pour le Congo. Alors dites-moi, on fait comment? Toi, tu m'as injurié hier, tu m'as dit que non, pasteur, toi là, tu étais entre... Tu critiques toujours Katumbi, tu critiques toujours Kabila, toi tu n'aimes pas les Katangais, tu injures les Katangais. Maintenant, je te pose la question, on fait comment? Lui, là, il vient de quitter l'ensemble. Il vient de reconnaître que le travail de Félix Tshisekedi, c'est un homme qui incarne l'avenir du Congo. Maintenant, c'est lui qui était avec Katumbi. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo ici, je vous ai dit que Katumbi quitte en silence Joseph Kabila. Ne croyez pas que ce qu'Olivier Kamitatou est en train de faire, c'est sans Katumbi derrière. Katumbi est derrière. Mais Katumbi ne peut pas se dévoiler parce qu'ils ont fait des accords avec Kabila, ils ont fait des accords avec
Les M23. Pour le moment, s'il essaye de se faire sortir comme ça, on va les tuer. Mais je vous ai dit, Katumbi ne sera plus supporté de vivre à l'étranger du pays. Il a beaucoup d'intérêt au Congo et à Lubumbashi. Il veut vivre en paix chez lui. Et alors, il regarde que la politique commence à lui créer beaucoup d'ennuis. Il dit aux autres, il dit, mais débrouillez-vous. Vous pensez que ce sont les gens qui ont quitté Katumbi. C'est Katumbi qui a quitté le parti. C'est comme si c'est Katumbi qui leur a dit, écoutez, moi, l'histoire de parti là, moi, j'abandonne. Moi, je vais vivre en paix. Peut-être que c'est son frère qui lui a donné les conseils. Et tout le monde commence à se retirer. Il dit, non, non, l'avenir politique n'y est plus. Moïse Katumbi lui-même n'est plus fort dans les activités politiques. Il ne veut plus d'ailleurs. Je vous ai dit que vivre en dehors du Congo, c'est très difficile. Vous êtes au Congo ici, vous pensez que vous êtes en train de souffrir. Demandez à ceux qui vivent en dehors du Congo. Ils vont vous dire ce qu'on appelle la souffrance. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la souffrance. Vous vivez chez vous à la maison, vous êtes là, vous dormez le matin, vous vous réveillez le matin. Parfois, vous pouvez commencer à rouler avec la moto, là, vous ne payez ni taxes ni rien. Vous roulez toute la journée, vous faites l'argent. Vous avez votre voiture, s'il est 16 heures, vous sortez, vous allez faire le transport, vous revenez, vous dites non, nous souffrons au Congo. Allez dans des pays étrangers, c'est là que vous allez comprendre ce qu'on appelle la souffrance. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la souffrance. Le jour où vous allez commencer à voyager, vous reconnaîtrez la souffrance. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Demandez à ceux gens qui étaient au Congo, qui ont gagné beaucoup d'argent et de richesses, pourquoi ils veulent retourner au Congo. Demandez à ces gens qui sont en dehors du pays, pourquoi ils veulent retourner au Congo. Vous ne les avez jamais posé la question. Pourquoi vous voulez retourner au Congo? Pourquoi Olivier Kamitatou, qui était bien avec Moïse Katumbi, on les voyait comme des gens qui avaient l'argent, qui vivaient bien. Pourquoi Olivier Kamitatou décide de rentrer au Congo? Peut-être vous ne savez pas. Même Nanga, là où il est, il sait que Félix est très important pour le pays, mais il ne peut pas vous le dire, c'est un prisonnier. Même beaucoup de politiciens qui sont autour de Nanga, ils sont en train de chercher la délivrance. Mais ils ne peuvent pas vous dire, ils font semblant, parce que s'ils essayent d'oser, de déclarer même, ils seront tués. Ils savent comment est-ce qu'on est en train de les maltraiter. Ils savent comment est-ce qu'ils sont en train d'être humiliés. Parfois, ils sont obligés d'aller brosser des souliers de gens là, des Rwandais, ils sont là, ils brossent des chaussures là. Ils sont humiliés. Nanga, vous le voyez là, c'est en veste qu'il est. On l'humilie chaque jour. Il y a des décisions qui sont prises sans lui. Mais on dit que c'est lui le chef. Et Nanga même est en train de chercher une occasion, même de rencontrer Félix et de lui dire, Félix, libère-nous s'il te plaît. Nous sommes en train de souffrir. Mais il ne peut pas vous le dire. Même Kabila est en train de souffrir, je vous dis la vérité. Il est en train de souffrir. Il cherche lui aussi la délivrance. Parce que Kagame, quand il te tient, mon frère, pour échapper, ce n'est pas facile. Quand Kagame te tient pour échapper, ce n'est pas facile. Soit tu meurs, soit il te tue, soit il te fait souffrir, soit il te fait disparaître. Que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, que ce soit tous ceux qui sont autour de Kagame. Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Ils ne viendront jamais vous le dire. C'est le système. Attendez, vous voyez comment Olivier Kamitatou va rentrer au Congo. Je vous ai dit qu'il va passer, rentrer, rencontrer Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso va lui donner l'occasion de parler pour Félix. Il dit non, tu rentres au pays. Vous comprenez? Ils ont compris que cette histoire, cette aventure est finie. Cette aventure est finie. Il y a négociation. En Suisse, ils sont en train de négocier. Tôt ou tard, que vous le vouliez ou pas, ces gens vont reprendre leurs actes. Pourquoi? C'était facile si cette histoire n'était pas connue sur le plan international. Maintenant que c'est connu sur le plan international, le président Félix Tshisekedi, ce qu'il demande, il ne demande pas quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'il dit? S'il y a des soldats parmi les M23 qui n'ont pas tué, qui n'ont pas fait de grands crimes, nous allons les insérer dans l'armée. Ils vont suivre la formation normale d'un soldat. Ce n'est plus que tu entres comme ça, tu es comme ça, on te donne le grade de colonel, ça ne se fera plus comme ça. Il n'a pas refusé. Mais eux ne veulent pas ça. Et ils veulent que même quand quelqu'un était caporal, on lui colle le nom de général, tu entres directement dans l'armée générale. Et voilà ce que nous devons reconnaître avec des généraux qui ont été nommés comme ça. Quand il y a la guerre, ils fuient. Quand il y a l'argent, ils viennent. Vous comprenez? Le président Félix Tshisekedi a refusé ça. Mais eux, peut-être, ils ne veulent pas ça. Ils veulent continuer à contrôler le Congo avec des faux généraux, avec des faux colonels. Le président n'a jamais refusé de négociation avec le M23. Et vous le savez. Même les gens du M23, ils sont en train d'attendre la libération de Félix Tshisekedi. Ces gens souffrent, mes frères. Olivier Kamitatou, il va nous dire la souffrance qu'il a endurée en étant en dehors du pays. Il va nous le dire. Vous allez voir, il y a des vérités qui vont sortir. Demain, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il aura un poste, on ne sait pas. Nous connaissons ce qui se passe, comment les choses se passent dans notre pays. Mais, vous allez apprendre, préparez-vous à écouter des vérités et des vérités qui vont sortir de la bouche d'Olivier Kamitatou. C'est là que vous allez savoir que tous ces gens qui allaient en rébellion, ils étaient en train de pleurer. Pourquoi aujourd'hui les gens comme les gens de Pero Louara et tous les gens de Kabila commencent à attaquer Olivier Kamitatou et Moïse Katumbi? C'est parce qu'ils ont compris que Moïse Katumbi les a quittés. Le départ d'Olivier Kamitatou, ne croyez pas que Olivier Kamitatou a un problème avec Moïse Katumbi, c'est faux, ils n'ont pas de problème. C'est Moïse lui-même qui lui a dit, pars, je te suis, je suis derrière.
Si vous ne connaissez pas la politique, c'est comme ça que les choses se font. Je tombe sur un débat sur Facebook. J'ai trouvé que le Congolais était en plein débat. Il y a un monsieur qui a publié, il dit « Scandale au niveau de la rocade ». Scandale au niveau de la rocade. D'après les calculs, 1 kilomètre de la rocade coûte 5,5 millions de dollars. Dans ce pays, il n'y a que des voleurs. On est en train de voler l'argent de l'État et tout ça, il a publié. Alors, à un certain moment, je pense que les Congolais doivent grandir. Nous ne sommes plus des enfants. Je ne sais pas, parfois, je me pose la question, que sert un téléphone dans votre main? Il y a même des gens à qui on amène l'information. Au lieu de demander où est-ce que tu as eu l'information, ou même d'aller sur Google, de taper l'information, de rechercher si ce qu'on a dit est vrai. Non, non, il vient là, non, tu as menti, ce sont des voleurs. Quand tu injuries quelqu'un voleur, tu as déjà travaillé dans les domaines de la route. Tu as déjà été dans les domaines de la route. Tout ce que moi je vous demande, et prenez le temps de lire. Pourquoi les Congolais n'aiment pas lire? C'est vrai, il y a une part de vol, il y a une part de vérité. Mais moi, je vais vous conseiller d'être dans la part de la vérité. Il faut rechercher la vérité avant de critiquer. C'est très important. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas voulu critiquer. Je me suis dit, bon, de toute façon, voyons un peu qu'est-ce qui se passe sur Internet. J'ai tapé juste sur Internet. Combien coûte 1 kilomètre de route en Europe? N'est-ce pas? Bien sûr, la vie en Europe n'est pas la même vie qu'en Afrique. C'est pas la même chose. En Europe, la vie coûte trop cher. Et voilà pourquoi beaucoup de nos routes ne traînent pas longtemps. Mais en Europe, nous félicitons leurs routes parce que leurs routes font très longtemps. Pourquoi? Parce que nous sommes là prêts à critiquer et à accepter n'importe quoi. Mais alors, j'ai essayé de me renseigner. Quelqu'un dit ceci, un ingénieur, il dit on ne peut pas fixer une route goudronnée un prix comme ça pour dire que non, au kilomètre, un prix a toujours coûté 1 million. Non, on ne peut pas fixer. D'abord, j'ai essayé de consulter. Je prends mon papier. Regardez les prix. Ici, chez nous, la rocade ici. On est en train de faire la rocade, c'est à 5 500 000. D'après la publication de monsieur, c'est 5,500 millions de dollars au kilomètre. Par 1 kilomètre, 5,500 millions de dollars. Et lui, il dit, bon, quelqu'un aussi a dit, non, en réalité, 1 kilomètre a toujours coûté 1 million. Vous voyez? Au fait, ça montre quelque part les degrés d'ignorance. Il faut beaucoup plus demander aux ingénieurs. Et là, c'est un domaine où on ne peut pas entrer. Alors, j'essaye de voir les prix dans d'autres pays. Je vous donne quelques prix pour que vous puissiez avoir l'idée. Vous pouvez aller comme moi, sur Google. Vous tapez aussi, vous faites de la recherche. Comme ça, on va diminuer les débats au lieu de venir parler comme tu veux parler. Tu vas lire, tu as ton téléphone. Moi, je me pose la question, ton téléphone sert à quoi? Va sur Google, fais une recherche. C'est alors que tu viendras commenter. Il ne faut pas venir commenter comme quelqu'un qui n'a pas un téléphone. Alors que tu as un téléphone, tu peux faire une recherche. Alors, on y va. En Autriche, la route la plus chère en Europe, c'est l'Autriche. 12,87 millions par kilomètre. Euros par 12,87 millions d'euros par kilomètre, pas de dollars. Parce que quand on met en dollars, c'est déjà à peu près 14 millions. 12,87 millions d'euros par kilomètre. Ça, c'est en Autriche. Je vais en Hongrie. Hongrie, c'est 11,21 millions par kilomètre. Je vais au Danemark. Danemark, c'est 5,89 millions d'euros au kilomètre carré. Croatie, c'est 6,68 au kilomètre carré. Slovénie, 7,29 millions au kilomètre carré. Et en Allemagne, c'est 8,24 millions au kilomètre. Je m'arrête d'abord là. Vous comprenez le prix? Quelqu'un, alors dans les commentaires, la personne qui m'a poussé à aller sur Google, c'est une personne qui a commenté. Il a dit, vous devez féliciter cette entreprise qui travaille, qui fait la rocade. Parce qu'en réalité, ils sont très honnêtes et très sincères. Ce prix qu'ils ont proposé, c'est un prix très moins cher. Très moins cher. Alors je me suis rendu compte, il dit, oh, mais 5,5 millions, c'est moins cher. Il dit, oui, ces gens sont très sincères. Alors je me suis dit, non, non. J'essaie un peu de faire une recherche sur Google.
C'est ainsi que j'ai trouvé ce prix. J'ai compris pourquoi ce monsieur a dit ça. Vous voyez, quand vous ne lisez pas beaucoup, vous n'allez pas comprendre. Alors, je prends un autre monsieur, un ingénieur, qui fait les routes de l'Afrique. Lui, il nous explique, il dit que non. On ne peut pas, il est impossible de fixer un prix d'une voie goudronnée au kilomètre pour dire que non, le kilomètre c'est 1 million, c'est difficile. Pourquoi? Parce que pour faire une route, ça dépend de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, la main d'œuvre à payer au pays, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, la topographie du terrain. La terre est-elle fertile ou bien la terre, c'est une terre très dure? La topographie du terrain. Troisièmement, il faut vérifier le climat du terrain. Parce que vous pouvez commencer aujourd'hui, demain c'est la pluie qui vient déranger et vous recommencez le travail. Quatrièmement, il faut voir les érosions. Est-ce que cette route-là n'aura pas d'érosion plus tard? Et cinquièmement, vérifier s'il y a des ponts qu'on va construire là-dessus. Et sixièmement, il faut connaître si la route sera 2 fois 1 ou bien 2 fois 2. Vous comprenez ce que ça veut dire 2 fois 2? C'est-à-dire ça peut être une route qui a 4 pistes. Ou alors c'est une route à 2 pistes seulement. Alors tout ça là, ce sont des éléments qui permettent à ce qu'on puisse fixer le prix. Mais comment expliquer que quelqu'un peut venir seulement, il vient avec la calculatrice, ils ont volé l'argent? Tu as fait tous ces calculs. Tu as déjà été sur le terrain de la rocade, tu as déjà demandé combien de ponts ils vont faire. La route est-elle de 2 fois 2 ou bien de 3 fois 3? Tu veux comparer la route de la rocade. Au fait, quelqu'un dit sur Internet, il dit, il ne faut pas confondre. Une route de la campagne n'a pas le même prix qu'une route de la ville où il y aura une grande circulation. Ce n'est pas le même prix. Si c'est une route où il y aura une de grande circulation, le prix est différent. Parce qu'une route de la campagne n'a pas nécessairement besoin de terrasser à côté. Parfois, on peut faire juste une route sans terrasser et puis c'est fini. Mais une route de la ville, il faut à tout prix préparer des terrasses à côté. Et tout ça, c'est un élément qui fait manger beaucoup d'argent. Mais alors, quand vous arrivez, vous dites sur les réseaux sociaux, vous dites, ah voilà, on est en train de voler l'argent. Une route à 5 500 000. Je vous pose la question. Vous avez été là, vous connaissez les calculs des routes, comment ça s'est fait? Il ne faut pas détruire la réputation du pays. Partout, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devenez spécialiste en calcul, alors vous devez seulement calculer. Non. Il faut toujours faire appel aux experts dans chaque domaine. Bon, je ne sais pas si ici, dans ce site, il y a des ingénieurs, ils peuvent essayer de calculer pour nous combien coûte. Ça peut nous aider. Nous pouvons aujourd'hui nous en sortir pour dire que bon, voilà, en tout cas, les prix c'est bon. Le prix c'est bon. Vous comprenez? Au lieu de venir, de commencer à critiquer, à parler, non. Tu n'as jamais fait une route. Va te renseigner sur les gens qui font des routes. Ce sont eux qui doivent nous dire, bon voilà, cette route, le prix qu'on a proposé, c'est bon. Mais là, je viens de vous lire le prix. Moi, je pensais même que nous, on était très élevés. On a dépassé. Alors qu'il y a des pays où, pour faire 1 kilomètre de route, il faut 12 millions d'euros. Un autre, en Allemagne, 8 millions d'euros par kilomètre. Et nous ici, une rocade qu'on est en train de faire dans la campagne, dans une terre très dangereuse, parce qu'il y a beaucoup d'érosion de ce côté-là. Et alors, quand ils sont en train de faire une route comme la rocade, ils prévoient en même temps les érosions. Mais ils ne font pas seulement la route. Ils sont en train de prévoir en même temps les érosions, les terrains où il y aura des érosions. Ils construisent les terrains. Et tout ça, ça fait partie de l'argent. C'est pourquoi quand on vous met tel prix au kilomètre carré, ne soyez pas là toujours en train de critiquer. C'est pourquoi, si vous acceptez des choses moins chères, nous allons commencer à avoir des routes qui ne font pas longtemps. Quelque temps après, vous avez une route, oui, on a arrangé, on acclame. Et après quelques temps, vous commencez à avoir des trous. Pourquoi? Parce que vous avez voulu quelque chose qui est moins cher. Préférez quelque chose qu'on va construire, qui peut faire des années et des années. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les présidents, même ceux qui viendront après. Commencez à préparer sérieusement les pays, que chaque président fasse de très grandes routes. Et chaque président qui vient laisse un souvenir d'une très grande route, d'une grande solution, et vous allez voir que le pays va commencer à progresser chaque année. Donc, quand les gens font un bon travail, il faut les apprécier. Il ne faut pas être là toujours pour critiquer et détruire l'image du pays, comme si tout le monde aujourd'hui devient voleur. Non, ces gens qui font là, ils ne sont pas des fous. Voilà, merci beaucoup. C'était une information que je vous ai amenée par rapport à la situation qui se passe pour le moment.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.